Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Géozone, ou plutôt bienvenue dans la Géozone. Et oui, j'ai décidé de changer le design de mon avatar ainsi que ma photo de profil et ma bannière. Ça fait bizarre, je sais, même pour moi, changer après 5 ans, c'est perturbant, mais je suis sûr que l'on va tous très vite s'adapter. La dessinatrice à l'origine de mon avatar, c'est Elora Studio, que vous pouvez retrouver sur Instagram, et pour ma photo de profil et ma bannière, c'est Esteridian, que vous pouvez retrouver sur Instagram et sur Twitter. Tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas à aller les féliciter, ils font du super travail. Bon, sinon on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode d'une série qui date de 2016, Les Pays Disparus. Bon, l'épisode 1 est très vieux, donc vous n'êtes pas obligé d'aller le voir pour suivre cette vidéo, puisque c'est juste la présentation de 5 pays qui ont existé plus ou moins longtemps dans le passé. Trêve de blabla, c'est parti pour découvrir 5 pays disparus. Commençons tranquillement par un pays qui a existé moins d'1 an, l'État du Hatay. Et pour ça, on retourne en Turquie, un pays tellement incroyable et peu connu en France, vu que la carte que vous avez sous les yeux, en fait elle est fausse, comme lors de la vidéo sur la trace orientale. En fait, l'État du Hatay, c'est l'espèce de petite cédille au sud de la Turquie, où l'on retrouve des villes comme Alexandrette ou Antioche. Et ça a été un pays du 2 septembre 1938 au 23 juin 1939, et ça, c'est en partie à cause de Cocorico, la France. Parce qu'après la Première Guerre mondiale, la Syrie est un protectorat français. Et l'Hatay, qui s'appelait avant le Sancak d'Alexandrette, appartenait à la Syrie. Mais le nouvel État turc, fraîchement créé, veut récupérer ce territoire anciennement ottoman, mais les Français et les Anglais sont moyens chauds et ils veulent créer un État neutre et indépendant, ce qui sera le cas puisqu'un référendum d'indépendance est lancé et accepté par la population locale. Ils ont même un président, Tayfur Sökmen, et tout va bien dans le meilleur des mondes, pendant 10 mois, jusqu'à que l'État soit donné aux Turcs en échange de leur neutralité si une guerre mondiale éclate. Les diplomates, ils ont eu le nez creux, après des élections législatives qu'on peut qualifier de frauduleuse, en voyant le nouvel État tomber aux mains de la minorité turque, comme par hasard. Aujourd'hui, cette région reste un lieu de discorde entre Turquie et Syrie, et reste surtout une région très cosmopolite entre Turquie et Moyen-Orient. Passons maintenant à une ancienne république qui sera autonome officiellement pendant 332 ans, la République de Mulhouse. Alors oui, avant d'être la plus grande ville du Haut-Rhin, Mulhouse, ainsi que le village d'Ilzach dans sa proche banlieue, était une république pendant un petit moment. Mais avant cela, la ville faisait partie du Saint-Empire romain germanique, en tant que ville libre. Mais les commerçants décident de virer les nobles du pouvoir pour pouvoir élire le conseil municipal. Mulhouse devient alors une république bourgeoise. Bon, les nobles tentent de revenir, de s'imposer, et c'est là que la dimension de Mulhouse change, car la cité-État s'allie à la Confédération des 13 cantons, un ancêtre de la Suisse, pour se défendre, et ça a super bien marché, car la ville brise ses liens avec le Saint-Empire, gagne la guerre des Sidoniers contre ces derniers en 1468, et est reconnue officiellement à l'international en 1515. Et bravo à toutes celles et ceux qui ont tout de suite pensé à la bataille de Marignan en entendant 1515. Malgré le rattachement de l'Alsace à la France, en 1648, la ville reste indépendante et alliée aux Suisses, et il commence à se développer une industrie avec l'ouverture en 1746 d'une manufacture d'indienne. Et non, c'est pas bizarre, car l'indienne, c'est une sorte de tissu en fait. La République se développe donc, mais ça reste une petite cité-État d'à peine 4000 habitants, et le 15 mars 1798, face à l'encerclement de la France et un blocus douanier qui asphyxia l'économie de la ville, elle décide de se joindre à la jeune République française. Et aujourd'hui, la place centrale de Mulhouse, la place de la Réunion, tient son nom de cet événement, et la rue Henriette, qui est juste à côté, a le nom du premier bébé français né à Mulhouse. Ça fait un peu forceur, mais l'anecdote est assez drôle quand même. Continuons cette vidéo en parlant d'une petite bizarrerie géographique. Souvent, les pays se battent pour à peu près tout ce qui est possible d'être récupéré, que ce soit des îlots ou même des bouts de désert. Cependant, parfois, quand un territoire se trouve être important géopolitiquement par son positionnement par exemple, les grandes puissances décident de se le partager. Et c'est le cas ici avec la zone internationale de Tanger. En gros, c'est un territoire autonome de 373 km² autour de Tanger au Maroc, qui a existé entre 1923 et 1956. Alors à l'époque, le Maroc était un protectorat français, et le sultan du Maroc contrôlait à peu près le pays, mais la zone internationale de Tanger était sous l'administration conjointe de la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, le Portugal, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, la Suède et les États-Unis.
Bon, ils sont pas tous arrivés en 1923 en mode je veux récupérer Tanger, mais ça reste assez particulier dirions-nous, surtout pendant l'entre-deux-guerres. Mais comment ça se passait dans une zone internationale? Alors ce territoire autonome était entièrement démilitarisé. Le contrôle étatique sur l'économie est inexistant, les justices et services postaux des différents pays s'opéraient, donc c'était un peu comme une zone franche où les gouvernements vont être un peu plus laxistes, ce qui va permettre l'arrivée de nombreux bohèmes et homosexuels qui profitent d'avoir plus de liberté dans la zone internationale de Tanger pour s'assumer pleinement. D'ailleurs, la zone internationale possède une population hyper diversifiée, que ce soit culturellement, religieusement ou même sexuellement. Tanger devient un véritable capharnaüm avec des bordels homo et hétéros, du hashish et de l'opium à tous les coins de rue, des voyous condamnés dans leur pays et s'installant ici pour échapper à la justice, et tout ça à côté d'un pays religieux comme le Maroc, un mélange très particulier. Bon, tout n'est pas tout rose, car quand quelque chose est partagé, certains ne sont pas vraiment dans cette optique de partage, comme l'Espagne de Franco qui récupère la zone internationale entre 1940 et 1944, et finalement, après 33 ans d'existence, la zone internationale de Tanger disparaît en 1956 d'un accord commun entre tous les pays administrateurs et intègre le Maroc, nouvellement indépendant. Voyons maintenant un territoire avec une histoire rocambolesque, l'État libre de Fiume. C'est un État de 28 km² englobant la ville de Fiume, aujourd'hui Rijeka en Croatie, et son histoire est assez dingue. Déjà, sous l'Empire austro-hongrois, la ville a été port franc et un corpus separatum, donc pas indépendant à 100%, mais avec un statut un peu différent du reste de l'Empire. Mais là, paf, Première Guerre mondiale, les Austro-Hongrois, ils perdent, et les Occidentaux se posent beaucoup de questions sur le cas de Fiume, alors peuplé en majorité par des Italiens avec de fortes minorités croates et hongroises. Au lieu de confier le territoire à l'Italie ou au nouveau royaume des Serbes, Croates et Slovènes, l'ancêtre de la Yougoslavie, les Français, Anglais et Américains veulent créer un État tampon neutre, l'État libre de Fiume. Sauf qu'un monsieur n'est pas d'accord avec ça, le poète italien Gabriele D'Annunzio, qui veut que tous les territoires majoritairement italiens rejoignent l'Italie. Donc il occupe la ville pendant 15 mois avec des nationalistes italiens et appelle ça la régence italienne de Carnaro. Mais dans le même temps, le gouvernement italien, lui, il signe avec la future Yougoslavie le traité de Rapallo, s'engageant à reconnaître l'indépendance de l'État libre de Fiume, donc le pays existe officiellement en 1920. Et des troupes régulières italiennes chassent de la ville les soldats nationalistes lors de la Natale di Sangue, le Noël sanglant. Donc dans les faits, l'État libre existe officiellement, le président américain Woodrow Wilson pense déjà donner au pays son siège à la Société des Nations et à en faire une ville de la paix avec des institutions internationales. Puis tout va bien dans ce sens-là. En 1921, les premières élections parlementaires voient gagner les autonomistes face aux nationalistes italiens, mais ces derniers ne vont pas en démordre. De nombreux coups d'État ont lieu et en 1924, après seulement 4 petites années d'existence, le royaume des Serbes, Croates et Slovènes reconnaît l'annexion de l'État libre de Fiume par l'Italie et en récupère une petite partie au passage, alors que le gouvernement sur place n'était pas du tout au courant. Ces derniers partent fonder un gouvernement en exil, en espérant revenir à Fiume un jour. Et là, motif d'espoir. Après la Seconde Guerre mondiale que l'Italie fasciste perd, le gouvernement de l'État libre de Fiume revient, mais sur place, il se retrouve face aux Yougoslaves qui ont libéré la ville. Et ils se font tout simplement liquider sans aucune forme de procès, et la ville de Fiume et sa région est intégrée officiellement à la Yougoslavie en 1947 sous le nom de Rijeka. Et de son côté, Gabriele D'Annunzio décède en 1938 et sera réhabilité plus tard comme l'un des plus grands poètes italiens. Pour finir cette vidéo, on va parler d'une dernière république indépendante de facto en Russie. Ça tombe bien car on n'a jamais vraiment parlé de la Russie sur la chaîne, donc c'est plutôt cool. Lors de la guerre civile russe, qui verra se battre l'armée rouge et l'armée blanche, les troupes restées fidèles au tsar, donc l'armée blanche, se sont répandues un peu partout en Sibérie, car ils ont été boutés hors de Moscou et Saint-Pétersbourg, et donc faut que les bolcheviks puissent unir la future URSS et donc les chasser pour de bon. Cependant, les occidentaux ne sont pas de cet avis-là, et donc, comme on l'avait vu dans la vidéo sur la femme la plus malchanceuse de la planète, des contingents de soldats japonais viennent aider l'armée blanche face aux communistes dans l'extrême-orient russe et permettent aux troupes tsaristes de contrôler Vladivostok. Donc en 1922, les dirigeants bolcheviks veulent la création d'un état tampon temporaire entre eux et les occidentaux présents sur la côte, la République d'Extrême-Orient.
Extrême-Orient. Bon, globalement, ils font croire qu'ils sont un peu plus d'une gauche démocratique que les communistes, mais tout ça est orchestré savamment depuis Moscou, donc ils ne font pas ce qu'ils veulent, mais en tout cas ils existent et couvriront au fur et à mesure des mois le kraï de Transbaïkalie, l'oblast de l'Amour, le kraï de Khabarovsk et le kraï de Primorie, avec une capitale qui fut à Oulan-Udé et à Tchita. Il y a même un chef cosaque qui tente de devenir le dirigeant de la Sibérie unie à Tchita avant de se faire virer. Les bolcheviks, eux, ils iront même jusqu'à récupérer Vladivostok. Il y aura des contre-offensives par les Blancs et les Japonais qui seront avortées par l'armée de l'Extrême-Orient fin octobre 1922, contraignant les Japonais à quitter définitivement Vladivostok. Ouf, maintenant le calme est revenu, la jeune république va pouvoir enfin se développer pendant 3 semaines, avant de réintégrer la République socialiste soviétique de Russie et de disparaître à tout jamais. Forcément, ce territoire existait juste en tant qu'État fantôme pour taper du japonais, et sa disparition est logique, mais reste triste pour ceux qui voulaient voir une Sibérie unie et indépendante de Moscou. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et intéressé. Vous pouvez aimer la vidéo, la partager, me dire en commentaire ce que vous pensez du nouveau design de la chaîne et venir me retrouver sur mes divers réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. À la prochaine dans la Géozone. Ciao! Not really long.